Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'Europe Hebdo. Nous sommes à Strasbourg, au cœur du Parlement européen. Dans quelques instants, nous serons avec deux invités pour commenter l'actualité. Et dans cette émission, focus sur les producteurs de vin français qui sont vent debout à l'idée de voir les producteurs américains utiliser l'appellation château. Mais d'abord, l'actualité dominée par la crise en Italie. Mario Monti a décidé de jeter l'éponge, mais les Italiens peuvent-ils vraiment se passer de lui? C'est la question de la semaine. Je ne me présente pas pour le poste de président du Conseil, je brigue simplement un siège à la Chambre des députés. Coup de théâtre numéro 1. Silvio Berlusconi fait son retour sur la scène politique italienne. Il estime qu'il doit reprendre en main son pays, ravagé par la crise. Au Parlement, son parti, membre de la coalition au pouvoir, a boycotté un vote de confiance, fustigeant la politique économique menée par un gouvernement de techniciens. Coup de théâtre numéro 2, quelques heures après les déclarations du Cavaliere, Mario Monti annonce sa décision irrévocable. Le président du Conseil italien estime qu'il n'aura pas assez de soutien pour faire voter sa loi budgétaire. Il jette l'éponge. Des élections anticipées auront lieu en février ou mars prochain. À 76 ans, Silvio Berlusconi se présentera pour la 6e fois devant les Italiens. À son âge, il devrait partir à la retraite, comme tout le monde. Les Italiens n'ont plus un sou à dépenser. Concrètement, il n'y a eu que des nouvelles taxes créées et les salaires sont restés les mêmes que ceux d'il y a 10 ans. Retour en arrière, novembre 2011, Silvio Berlusconi est président du Conseil. Mis en cause dans une affaire de mœurs, il doit démissionner. Le président Giorgio Napolitano appelle au pouvoir l'ancien commissaire européen Mario Monti, érigé en sauveur de l'Italie. Mais le professeur Monti, entouré d'experts, entame une cure d'austérité sans précédent. Le chômage augmente, les impôts aussi, la consommation baisse, le pays s'enfonce dans la récession. Pourtant, l'Italie, après 20 ans de berlusconisme, retrouve son rang parmi les nations européennes. Aujourd'hui, Monti s'en est allé, mais pour combien de temps va-t-il se représenter lui aussi? Car l'Italie peut-elle vraiment se passer de lui? Retour à Strasbourg, nous sommes à 2 pas de l'hémicycle et un député italien nous a rejoint. Nicolò Rinaldi, bonjour. Bonjour. Vous venez de Florence, vous avez été élu sur la liste du juge Di Pietro et vous siégez ici comme député européen au sein de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe et vous parlez très bien français. Voilà, comme ça on vous a présenté. Alors essayons de comprendre un peu la situation confuse dans laquelle se trouve l'Italie. D'abord pour répondre à notre question, est-ce que vous pensez que l'Italie peut se passer de Mario Monti? Oui, je pense que l'Italie peut se passer de Mario Monti. Mario Monti a été le représentant d'un gouvernement exceptionnel, d'urgence. Il n'a jamais été élu par les citoyens italiens. Il a effectué une politique qu'en Italie on juge un peu trop sur le modèle allemand, c'est-à-dire une politique d'austérité très forte, donc le pays sur certaines choses a sans aucun doute besoin, mais qui a plié les deux piliers de notre société, la famille d'un côté et les petites et moyennes entreprises. Beaucoup de taxes, pas de libéralisation, ce qui par contre ça serait nécessaire, pas de débureaucratisation de la société italienne, qui est très importante parce que nous avons une administration publique extrêmement lourde, des normes pour lutter contre la corruption qui est colossale dans notre pays qui ont été assez faibles, et je dirais une lutte contre l'évasion fiscale, ce qui est une autre anomalie de mon pays, qui n'a pas été vraiment très efficace. Aujourd'hui, le bilan n'est pas vraiment positif. La dette augmente, le chômage augmente et la croissance n'est pas là. Mais il a quand même fait des réformes qui étaient nécessaires pour le pays.
Il a fait une réforme qui était très notamment importante. Celle des retraites. Exactement, celle des retraites, avec quelques problèmes là aussi, mais je dois dire que c'était une réforme très importante. Moi, je peux vous dire que j'ai suivi quand même la démarche de mon parti. Mon parti, qui est un parti de centre-gauche, laïque, qui au Parlement européen siège dans l'Alliance des libéraux et démocratiques, avait voté la confiance au gouvernement Monti il y a un an. Avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Et suite de différentes mesures que le professeur a présentées au Parlement, on a constaté une déception croissante. Il y a toute une série de choses sur lesquelles on n'est pas intervenu. On continue à dépenser énormément, par exemple, dans les dépenses militaires. On n'a rien fait au niveau des grands capitaux qui sont rentrés en Italie avec pratiquement un bonus sans aucune pénalisation de l'étranger des paradis fiscaux. On n'a pas réussi à faire un accord bilatéral avec la Suisse et on a quand même insisté beaucoup, je répète, sur la petite et moyenne entreprise et sur la famille. Ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, est-ce que Mario Monti est victime de la crise économique ou des dernières frasques, si je puis dire, de Silvio Berlusconi? Il est victime d'une coalition qu'il a soutenue jusqu'à hier, qui était une contradiction en soi-même, parce que c'était une coalition avec le centre-droite et le centre-gauche ensemble. Le parti de Silvio Berlusconi, le Peuple de la Liberté, a soutenu la coalition de Mario Monti. Jusqu'à hier, avec ceux qu'en Italie, disons, c'est un peu le représentant du Parti socialiste, le Parti démocratique, l'équivalent du Parti socialiste quelque part français. Pour vous, c'était une anomalie cette coalition, c'est ce que vous dites? Tout à fait, c'est une grande anomalie et ces deux regroupements vont se contraposer aux prochaines élections. Et il faut se rappeler que l'échéance naturelle du mandat, c'était le mois d'avril. Donc là, on a des élections anticipées, mais c'est des élections anticipées d'un mois. Ça ne change pas énormément par rapport à ce que de toute façon aurait été le cas. Monti a pu gouverner, je dirais, jusqu'à aujourd'hui avec cette coalition que, je répète, avait quand même tout le temps des problèmes à son intérieur. C'est par la nature même de la coalition. Et s'approchant la campagne électorale, je m'attendais, je dois dire, ça ne m'étonne pas trop que le Berlusconi a eu l'envie de reprendre sa liberté d'action politique. Vous pensez qu'il va vraiment se représenter une nouvelle fois devant les Italiens? Je dirais que cette décision, de mon point de vue, c'est tout à fait ridicule parce qu'il était candidat en 1994, c'est la première fois. Alors vous voyez combien c'est vieille la politique italienne, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes formules, etc. Il est capable quand même d'insister et de se représenter en 2013, dans l'année prochaine. Les égos sont très forts dans les hommes politiques. Et Mario Monti, on évoque une possibilité pour lui de se présenter. Vous y croyez? Donc lui, il ne peut pas se présenter d'un point de vue formel parce qu'il est sénateur à vie. C'est une fonction que nous avons dans notre pays. Le président de la République peut nommer jusqu'à 5 personnalités d'une certaine stature, reconnues par tout le monde pour leur prestige, sénateurs pour toute la vie. Et donc c'est le cas de M. Monti. Donc lui ne peut pas être candidat. Il pourrait conduire une coalition plus ou moins centriste, mais alors ça va mélanger, bousculer beaucoup la vie politique italienne parce qu'il sera opposé soit par Berlusconi, qui l'a soutenu jusqu'à hier, soit par les partis démocratiques, qui a son propre candidat qui a gagné le primaire du centre-gauche, qui l'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Alors on suivra ce feuilleton. En tout cas, l'actualité européenne, c'est aussi cette Europe qui, malgré la crise, a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir su maintenir plus de 65 ans de paix sur le continent. Les 27 dirigeants européens, le président de l'Union européenne, le président de la Commission européenne et le président du Parlement européen sont tous venus à Oslo. Une image qui était à la une des télévisions européennes. Regardez. Le Premier ministre irlandais et son homologue néerlandais ont ouvert la délégation des leaders européens au City Hall d'Oslo. Mais ce sont les présidents du Conseil, de la Commission et du Parlement qui ont reçu le prix donné à l'Union européenne pour son rôle en faveur de la paix. Le comité du Nobel a expliqué que l'Europe s'est construite grâce à la réconciliation franco-allemande qui a fait que la guerre entre les deux pays est devenue impensable. Un rassemblement a été organisé samedi 8 décembre dans la capitale norvégienne. Les manifestants ont critiqué les ventes d'armes européennes dans les zones de conflit, le manque d'aide aux réfugiés et l'absence de mesures sociales face à la crise.
Pour les dirigeants européens, cette cérémonie est aussi l'occasion de défendre ce que l'Europe a déjà accompli et ce qu'elle espère pour le futur. Aujourd'hui, l'un des symboles les plus visibles de notre unité est dans les mains de tous. Je parle de l'euro, la monnaie de notre Union européenne. Nous la défendrons. Les 3 présidents européens ont fait le déplacement à Oslo. Leur trio symbolise la complexité de l'Union, le Conseil, la Commission et le Parlement, ces 3 institutions qui ont parfois bien du mal à donner une direction commune aux 27. Aujourd'hui, les dirigeants européens sont presque tous venus. Merkel, Hollande, Monti, Rajoy. Il en manquait 2, le président de la République tchèque et le Premier ministre britannique David Cameron, représenté par son numéro 2, Nick Clegg, le signe des divisions qui traversent l'Europe. Alors il y avait vraiment beaucoup de monde à Oslo, mais finalement à qui s'adresse ce prix Nobel? Vous diriez plutôt aux dirigeants européens actuels ou aux pères fondateurs d'hier? Moi, je dirais plutôt à la collectivité, à la communauté européenne en tant que femmes et hommes qui la composent. Je pense que nous avons un premier devoir à l'égard de l'Europe, c'est de connaître notre histoire. Et notre histoire, ce n'est pas une histoire entièrement positive. Il y a eu beaucoup de belles choses faites par l'Europe pendant les siècles et les siècles, beaucoup de civilisations, mais on a connu, je dirais, 2000 ans de guerre civile européenne, 2000 ans interrompus, soit des violences, soit des dominations, des haines sur les autres. Et tout ça s'est arrêté avec les pères de l'Europe il y a 50 ans. Plus ou moins. Et les peuples européens ont démontré quand même la maturité, la capacité de rester en paix pendant toutes ces décennies, ce qui est tout à fait sans précédent dans l'histoire de l'Europe. Il y a eu un certain nombre de polémiques sur l'assignation à l'Europe de ce prix Nobel. Il y a certains qui disaient que l'Europe ne mérite pas ça. Pour vous, elle le mérite, ce prix? À mon avis, elle le mérite parce que si on lit les explications, la justification de ce prix Nobel, il s'adresse pour ce qui a été achevé au sein de l'Europe. Pas pour le rôle de puissance de paix dans le monde, c'est que avec l'hésitation que nous avons connue dans les Balkans, dans le Moyen-Orient, c'est quelque chose sur lequel l'Europe n'a pas vraiment été un grand protagoniste. Mais au sein de l'Europe, franchement, on a vraiment achevé quelque chose sans précédent dans notre histoire. Mais alors, au-delà de cet acquis fondamental, est-ce que ce prix n'est pas aussi une forme d'avertissement ou en tout cas une incitation à agir pour sortir de cette crise dans laquelle l'Europe est empêtrée depuis plus de 2 ans et demi maintenant? Moi, je le prends comme un encouragement, comme une reconnaissance que le choix que les peuples européens, avec les pères fondateurs, avaient fait dans les années 50 était le choix juste. Et un encouragement pour essayer de dépasser ces cortèges que nous avons vus dans votre service, c'est-à-dire toute cette cacophonie de chefs d'État, chefs de gouvernement, d'institutions. Président du Parlement, de la Commission, et tous les États membres. Alors ça, franchement, c'est vraiment la complexité. Ça peut pas marcher. Donc ça peut pas marcher comme ça. Un peu le schéma institutionnel de l'Europe. Ah bien sûr. D'ailleurs, il ne faut même pas un prix Nobel pour faire ça. Ça suffit de regarder la croissance incroyable de la Chine sur la scène internationale. D'ici 20 ans, l'Europe en tant que telle, soit existe unie, soit ça sera une petite province avec un certain nombre de petits États membres sans vraiment beaucoup de pouvoir, ni dans le commerce, ni dans la politique étrangère, ni pour le bien-être de leurs propres citoyens. C'est l'union totale ou le chaos? Un peu ça, je pense que c'est soit l'union politique et une union d'idées, de valeurs, soit c'est l'irrélevance. C'est aussi ça le message de ce prix Nobel. Merci beaucoup Niccolò Rinaldi d'avoir été avec nous. On va rejoindre tout de suite Nora Hamadi qui sera avec le député Éric Andrieux pour la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord le reportage avec cette question. La mention château sur les vins est-elle menacée? En tout cas, les États-Unis ont demandé à la Commission européenne l'autorisation d'exploiter cette dénomination pour leurs vins exportés en Europe. Touche pas à mon château, c'est un sujet signé Betty Lachguer et Gwenaëlle Durand. Pauillac, une des grandes appellations du Médoc. Ici, plus de 1000 hectares de vignes s'étendent sur la commune, dont celle de la famille Cazes. Si le bâtiment n'y ressemble pas, c'est pourtant un château qu'il possède. Dans le Bordelais, c'est ainsi qu'on nomme les vins qui proviennent à 100% de raisins récoltés sur la propriété. La définition de château reste bien encadrée. Par opposition à un vin de négoce, c'est un vin qui est fabriqué à partir de raisins qui viennent d'une seule et même exploitation.
Au château Lingebage, le vin est tout simplement un art de vivre, un plaisir, et chaque visiteur vient découvrir son vieux cuvier. C'était les tonneliers qui les fabriquaient sur place, et tout est fait donc en chêne. Oui. Et surtout, son grand cru. Maintenant, on va passer à la dégustation. Dans un premier temps, on va découvrir donc Orme de Pèze, qui se situe donc en Saint-Estèphe. Vous pouvez voir donc il y a une couleur vraiment très il n'est pas rugueux comme. Ouais. Puis bon, après c'est un demi-saint, donc très bonne année aussi. Tout à fait. Ouais. Les dénominations château, clos et domaine remontent au XIXe siècle. Aux yeux du grand public, c'est aujourd'hui synonyme de qualité, puisque 80% des vins bordelais arborent cette étiquette. Un repère donc pour les consommateurs et un gage de savoir-faire pour les vignerons. Le mot est devenu une sorte de marque. Et je peux prendre un exemple qui n'est pas théorique, mais qui est extrêmement fréquent. Vous avez une même propriété qui va appeler son vin blanc château ceci, et pour son vin rouge château ceci. Donc ça correspond simplement à une unité foncière et à un type de vin qui vient de cette unité foncière. Un patrimoine qui pourrait bientôt être en péril, car les Américains veulent utiliser cette dénomination sur leurs bouteilles. La demande a déjà été faite à la Commission européenne. En attendant le vote, les viticulteurs bordelais s'élèvent contre cette demande. Bernard Farge possède lui aussi une propriété sous le nom du domaine de l'Enclos. 90 hectares de vignes dans la petite commune de Mauriac, à 50 km au sud de Bordeaux. Et ce patrimoine, il veut tout simplement le protéger. Que les Américains veuillent utiliser cette dénomination est en soi une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils identifient cette dénomination comme un outil commercial qui peut être puissant pour eux. Sauf qu'ils veulent l'utiliser sans attribuer les contraintes que les Européens et les Français en l'occurrence se sont mises pour la dénomination château. Si en ce début d'hiver les vignes sont au repos, Bernard Farge s'active car il est aussi le président de la Commission nationale des appellations d'origine contrôlée et organise des réunions de canton, le moment d'évoquer les sujets d'actualité avec ses collègues viticulteurs. Au sein de l'Europe, qui a intérêt à le faire remettre? Il y a une pression si forte que ça? Les Américains ont accepté, comme par hasard, en septembre, que les vins sans IG, les nouveaux, les anciens vins de table, avec la mention cépage et millésime, puissent rentrer sur le marché américain, ce qui était interdit par les Américains jusqu'alors. Donc, nous, évidemment, on a fait le lien entre cette ouverture d'un côté, cette possible ouverture de l'autre du côté européen, mais les enjeux sont totalement disproportionnés. Une demande qui serait donc le fruit de négociations selon les viticulteurs français. Côté américain, difficile d'avoir leur sentiment sur la question. Seul Thomas Kenney a pu nous répondre. Originaire de Boston, il habite depuis 2 ans et demi avec sa compagne. Ils sont tous les deux propriétaires de 65 hectares de vignes. Et pour lui, cette dénomination est purement commerciale. Je pense que le fait que l'industrie viticole américaine puisse utiliser le terme château, c'est simplement du marketing. Et ce serait un vol de l'héritage français. Car si vous demandez aux gens autour de vous d'où vient un vin dont le nom commence par château, je suis presque sûr que 90% d'entre eux diraient qu'il vient de France. Reste encore d'autres interrogations comme l'utilisation du mot château en français et non en anglais. Et pourquoi les Américains ne pourraient-ils pas utiliser cette mention en assumant les mêmes règles qu'en France, comme c'est le cas au Chili par exemple? Des questions qui pourraient revenir sur le devant de la scène de l'Union européenne. Et voici donc pour ce reportage réalisé par Betty Lachgar au pied des vignobles bordelais. Nous sommes donc toujours au Parlement européen et entre-temps, Éric Andrieux nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc député au sein de ce Parlement depuis 6 mois environ. Vous êtes membre de la Commission Agriculture et Développement Rural. Et surtout, vous êtes issu d'une terre de vignerons, si je puis dire. On a bien vu dans ce reportage que l'appellation château pour les Américains pose problème. Pourtant, le Chili et le Canada l'utilisent d'ores et déjà. Donc pourquoi cette fronde? Je crois qu'il faut d'abord vérifier que les conditions sont requises pour l'utilisation de l'appellation sont les mêmes pour tout un chacun. Je crois que c'est le cas aujourd'hui en matière de réglementation pour le Chili, entre autres, auquel vous faites référence, et le Canada. Et aujourd'hui, pour ce qui est de la demande des Américains, rien n'est prouvé. Et c'est pour cette raison que le comité de gestion donc, de l'OCM unique a été saisi
pour vérifier si effectivement les conditions requises étaient réelles. Il est bien clair que c'est un sujet grave, d'envergure pour la viticulture française, et c'est dit expressément dans le reportage, excellemment. Je pense qu'il faut que nous soyons vigilants sur cet héritage culturel, donc de telle sorte que l'avantage produit par cette mention donc, ne soit pas bradé, et en tous les cas utilisé donc, uniquement pour des raisons de marketing, comme il est fait état aussi dans le reportage. Mais pourtant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même eu un deal aussi entre les États-Unis et l'Union européenne, enfin du moins la France. Il y a depuis quelques années, en fait, le millésime et le cépage peuvent être indiqués sur les bouteilles pour la production française, qui a profité aux exportations aux États-Unis. Est-ce que c'est pas un juste retour des choses? C'est au cœur de la discussion, à part que la question de l'utilisation de la mention château fait référence à des critères bien précis, c'est-à-dire qu'il faut, et comme tout le monde le sait dans la profession, dans tous les cas, il faut à la fois que le raisin soit donc sur l'exploitation et que la transformation du raisin en vin se fasse sur l'exploitation elle-même. Et là, pour l'instant, et à ce jour, donc, et j'ai saisi pour cela, entre autres, à travers une question écrite de la Commission, qui ne m'a pas répondu réellement à la question, afin de savoir si ces éléments-là étaient donc garantis dans la réponse qui allait être apportée. Alors qu'il y ait des accords commerciaux d'autre ordre, oui, mais concernant la mention château, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut que nous soyons, je le redis, vigilants, parce qu'au-delà même du produit vin, ça peut très vite dériver sur un grand nombre de produits protégés, donc pour la France, sur lesquels il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des accords commerciaux globaux, vous y faites référence, mais sur ces aspects-là, je crois qu'il faut que nous soyons très attentifs. Alors, pour l'instant, la Commission européenne a reporté sa décision. La France, tout de même, paraît assez isolée sur cette position. Est-ce que ce n'est pas juste un répit de courte durée? Est-ce que finalement, la Commission ne va pas aller dans le sens des États-Unis? Écoutez, pour l'instant, moi j'attends impatiemment, je vous dis, l'avis du comité de gestion de l'Océan Unique et l'avis de la Commission, parce que tout ça est en travaux. Alors il y a plusieurs sujets sur le feu. Vous êtes quand même isolé, mine de rien, au sein de l'Union. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un élan solidaire, malgré tout, derrière ce que représente la mention château dans la France. Voilà. Parce que, si vous voulez, une question se pose plus largement, au-delà de la mention château, sur la notion de territoire et de marque. Et cette question-là, en développement rural en particulier, de comment mettre en dynamique des filières économiques, là on parle du vin, mais ça peut toucher d'autres produits, soit le fromage, tous les produits transformés finalement. Donc c'est une vraie question en matière de développement rural, et non pas de protection au sens du protectionnisme, mais de protection au sens d'appropriation, de spécificité, avec la volonté d'ouverture donc sur les marchés internationaux. Et la question de la mention vient au cœur du débat. Aujourd'hui, bon nombre d'acteurs réfléchissent sur les marques territoriales, telles qu'on les appelle, qu'on qualifie, qui viennent faire, l'alchimie entre des marques de produits, donc une approche identitaire et géographique. C'est les AOP pour des produits, les IGP, mais au-delà, il y a des enjeux des rapports au patrimoine. Tous les territoires sont en concurrence aujourd'hui. En gros, c'est même une question d'identité, pourrait-on dire. Tout à fait. Et pas l'identité au sens du repli, mais au sens de la spécificité d'un lieu et l'ouverture aux autres. Alors justement, dans le cadre de ce marché qui est quand même un marché international, nous avons rencontré quelqu'un qui a une question à vous poser. On l'écoute. On va avoir des vins qui sont des vins de qualité avec des méthodes bordelaises, voire avec des cépages bordelais, et qui sont produits à des prix bien inférieurs sur les marchés étrangers. Ce n'est pas sur les marchés français que ça se passe, c'est notamment sur le marché anglais, sur le marché allemand, sur le marché belge, sur le marché américain bien entendu. Et ça, c'est le problème des différences de coûts de production entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est un problème très général. Éric Andrieux, est-ce que la France a perdu la bataille du vin sur le marché international? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, et sur cette question-là, la question du moment, qui est celle liée au droit de plantation, est au cœur du sujet. Qui est un dossier effectivement qui traîne depuis assez longtemps, qui est la libéralisation des droits de plantation au sein de l'Union européenne. Mais qui a un impact évidemment sur la question qui est posée, tout est lié finalement. Si on libéralise, je pense qu'effectivement pour la France, ça aurait été quelque chose de catastrophique. Nous ne sommes pas au bout du feuilleton, puisque le groupe dit de haut niveau qui a été réuni par le commissaire Dacian Ciolo se réunit vendredi, le 14 décembre, et nous aurons une réponse. Il semblerait que la réponse soit plutôt favorable, et même si on n'appelle pas ça des droits de plantation, ça prendrait plutôt la dénomination d'autorisation de plantation, mais avec tous les éléments de critères requis par la profession. Donc ce qui veut dire en fait qu'on reviendrait sur ces droits de plantation, sur cette libéralisation, on mettrait
mettre en place des quotas? Comment ça se passe? Tout à fait, oui. On rétablirait les mêmes principes que les droits, à part qu'on appellerait pas ça des droits, mais avec la volonté de régulation donc, sur le marché. Et on aura la réponse vendredi. Et est-ce qu'on sait combien d'emplois sont liés à cette production de vin en France et au plus large en Europe? Alors ça c'est difficile à comptabiliser parce qu'il y a l'emploi direct, donc il y a la filière, donc il y a tous ceux qui tournent autour des emplois induits, quoi. Donc moi en l'état, par exemple, non mais dans le Bordelais c'est déjà 55 000 emplois. Voilà. Le Bordelais on est autour de 55 000, 60 000 emplois, donc ça veut dire voilà, on mesure ce que ça représente. Hein. Quand je mets bout à bout Bordelais, Languedoc-Roussillon, le Grand Sud, le Sud-Ouest finalement qui est ma circonscription, ça représente autour de 150 000 emplois directs. Et donc les droits de plantation et cette appellation château risqueraient de mettre à mal en fait ce secteur économique. Si aujourd'hui nous perdions sur les deux tableaux à la fois celui de la mention et celui des droits, effectivement, je pense que la filière viticole serait mise à mal pour la France. Alors, rapidement, dernière question. Je reviens sur la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que la France, face aux vins australiens, sud-américains, nord-américains, n'a pas un petit peu perdu la bataille? Non, sincèrement, je ne crois pas. La France est riche de la qualité de ses terroirs. C'est pour cette raison que la question de la mention est aussi importante. C'est vrai qu'on a une place à l'international liée à nos spécificités territoriales. Et cette notion-là de mention, je pense que c'est pas qu'une vue de l'esprit, quoi. Je pense qu'il faut vraiment mener la bataille avec force et véhémence, tel que nous le faisons les uns et les autres, parce que il en va de l'avenir de la spécificité de l'agriculture française et de la viticulture française. Merci beaucoup Éric Andrieu d'avoir été notre invité et on suivra de toute façon cette problématique. Pour nous c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt en janvier sur les chaînes parlementaires pour un nouvel épisode d'Europe Hebdo et d'ici là bonne suite de programme et surtout bonne fête. Voilà, comme quoi.